Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 4, suite. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va écrire encore toujours la même chose, les propriétés des composés. Propriétés des composés. Alors maintenant, peut-être c'est grand 4, je ne me rappelle pas, mais je mettrai un grand 4 ici. Ici, on va faire force intermoléculaire. Force intermoléculaire. Force intermoléculaire. Alors pour les liaisons ioniques, on a vu les forces qu'il y a, ce sont les forces ioniques. Donc ça c'est les forces moléculaires covalentes pour les forces intermoléculaires covalentes. Covalentes pour les liaisons covalentes, hein, pour les molécules. Donc ça c'est composé covalent, composé covalent. Alors pour les ioniques, on va faire un petit rappel. Pour les composés ioniques, on a une force très forte, composé ionique. Il y a une très forte force, entre les ions positifs, les cations et les anions. Nous avons dit les cations c'est les charges positives, les cations c'est les charges positives, les anions c'est les charges négatives. Maintenant on va regarder quand on a un composé ionique. Alors, je vais effacer toutes. Alors quelles sont les forces qui existent dans les composés ioniques? Alors on va faire ici grand A, force d'épaule, force d'épaule, ou bien attraction d'épaule, j'aime beaucoup plus attraction d'épaule. Parfois on l'appelle aussi force dipolaire, attraction dipolaire, etc. Prenons par exemple, on va prendre un exemple. Alors, pourquoi l'eau, par exemple, est liquide? Et c'est là où on va répondre un peu à la question. Si je prends de l'eau, eh bien l'eau est constituée de quoi? De molécules H2O. Mais H2O, nous avons déjà vu que c'est c'est-à-dire son shape ou bien sa forme. Donc sa forme. Alors là, on l'a déjà vu. On a vu que c'était en fait un O ici, avec un H ici, avec un H ici. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait un dipôle. Ça veut dire on avait une charge positive ici, un négatif ici, une charge positive ici, une charge positive ici. Ça veut dire la molécule ici, il a un dipôle. Les dipôles, c'était comme ça. Je peux représenter maintenant ma molécule comme une particule. Et la particule, ça sera ovale, ça ne sera pas sphérique. Pourquoi? Parce que il a deux pôles. Si je fais une sphère comme ça, où est-ce qu'il y a les pôles? Ça va être comme une ellipse. Et qu'est-ce que j'ai en haut, par exemple? J'ai le négatif, le delta moins, un petit négatif, je vais le mettre à l'extérieur, à l'intérieur. Et les négatifs ici. Et j'ai un delta plus ici. Et j'ai comme un dipôle à l'intérieur. C'est une molécule qui est comme ça, c'est comme un petit aimant. J'ai une charge négative ici, une charge positive. Donc ça c'est la particule H2O. Alors bien sûr, si j'ai un litre d'eau ou bien plusieurs particules d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien les particules d'eau, ça c'est la première particule, la deuxième particule. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces particules-là? Ils vont s'orienter de telle manière que les attractions soient toujours positives et négatives. Ok, par exemple, j'ai une particule d'eau qui est là. Il est là. Elle est ici, par exemple, positif, négatif, delta. Eh bien, j'aurai une autre particule d'eau, mais cette fois-ci, ça va être delta plus, delta moins. Pourquoi? Parce que le moins avec le plus ici, donc j'aurai une attraction ici. Et puis, ici, il y aura une autre attraction. Donc, je vais représenter plusieurs molécules d'eau.
etc. Molécule d'eau ici, etc. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des attractions. Lui, ça serait moins. Lui, ça serait plus. Lui, ici, je mettrais plus à côté de... Comme ça, je mettrais plus comme ça, par exemple, pour ne pas mélanger. Et puis, j'aurai des plus. Donc, delta plus, delta moins, delta plus, delta moins, delta moins ici, delta plus, etc. J'aurai ici des dipôles, et j'ai des liaisons, des attractions ici, que je mettrai en blanc. Alors, ces attractions-là que j'ai mis en blanc, on les appelle forces dipolaires. Forces dipolaires. Alors, vous voyez, ici, ce sont des forces entre des charges négatives et des charges positives, seulement parce que les charges ne sont pas assez importantes, parce que ce n'est qu'une petite charge. Le delta ici, delta moins, on a dit, petite charge. Ça, c'est petite. Mais je mettrais même très petite charge négative. Très, c'est même pas petite, mais très petite. Très petite charge négative. Et le delta plus, très petite charge positive. Très petite charge positive. Donc les forces d'épaule, ce sont les petites charges positives et négatives qui vont s'attirer. Alors il y a donc quelques forces. Alors ces forces-là, s'ils sont importantes, c'est-à-dire si la température n'est pas très élevée, parce qu'on a dit la température, plus la température augmente, vous vous souvenez de la TCM? La TCM, on a dit que si on augmente la température, le mouvement des particules augmente. Donc si le mouvement des particules n'est pas important, ok, alors les forces ici peuvent maintenir les particules ensemble. Et c'est pour cela que l'eau, par exemple, est liquide à température ambiante, parce que la température de l'eau n'est pas assez forte, donc le mouvement des particules n'est pas assez fort, et par suite, les forces qui sont dipôles ici sont importantes pour vaincre le mouvement échappatoire des particules. Et c'est pour cela que l'eau est liquide. Alors, on va l'écrire ici. Les forces d'épaule sont des forces entre des charges négatives et positives. Donc les forces dipolaires sont des attractions entre de très petites charges entre les particules polaires. Alors, ces forces, sont très petites, par rapport aux forces ioniques, Parce que dans les forces ioniques, c'est toute une charge qui attire une autre charge. Par exemple, le Na+, toute une charge, avec le Cl-, toute une charge. Donc, le plus et le moins. C'est pour cela que les forces ioniques sont très très fortes. Et c'est pour cela que les substances ioniques sont solides à l'état, c'est-à-dire à la température ambiante, parce que la température, le mouvement des particules n'est pas assez fort pour vaincre ces forces-là. Ok? Alors, les substances dipolaires, les substances polaires, peuvent être à l'état solide, liquide ou gazeuse selon le type de molécule. Alors, bien sûr, pourquoi? Parce que les dipôles, la polarité aussi, ça dépend de la différence électronégativité. Alors, je vais revenir encore à mon tableau, j'espère bien. Alors, regardez, par exemple, s'il y a un lien, c'est-à-dire une liaison, par exemple, entre l'oxygène et le chlore. Prenons l'oxygène
et le chlore. Alors le dipôle, la liaison entre l'oxygène et le chlore, par exemple je mettrai ici une liaison ici. Si je regarde son dipôle, eh bien je regarde l'électronégativité. Quelle est l'électronégativité de l'oxygène? L'oxygène, son électronégativité c'est 3. Le chlore, son 3.5. Donc je mettrai ici oxygène, électronégativité. Oxygène, c'est 3,5. Le chlore, c'est 3,0. Quelle est la différence? Donc, je mettrai delta EL, ça veut dire différence. Elle est égale à 3,5 moins 3,0 est égal à 0,5, par exemple. Alors, ce 0,5, ça me donne la force du dipôle. Le dipôle va être dans ce sens-là parce que l'oxygène est plus électronégatif. Donc, j'aurai un delta moins ici et un delta plus ici. OK? Maintenant, regardons l'oxygène qui va faire une liaison, par exemple, maintenant, avec l'hydrogène. Donc, si, ça c'est premier cas. Maintenant, regardons l'oxygène, cette fois-ci avec l'hydrogène. Regardons la liaison ici. On va calculer encore l'électronégativité, on va calculer la puissance du dipôle. L'électronégativité de l'oxygène, encore, c'est 3,5. L'hydrogène, lui, c'est 2,1. Donc, si je regarde la différence, ça ferait 3,5 moins 2,1. Vous voyez, c'est 1,4. Donc maintenant, la force, par exemple, ou bien le dipôle, la force du dipôle ici, je mettrai ici, oxygène, hydrogène, lui, ça va être plus delta, lui, ça va être moins delta, mais la force du dipôle ici est plus forte parce que le delta N ici, la différence d'électronégativité est très forte. Ça veut dire les électrons vont passer beaucoup de temps aux côtés de l'oxygène que de l'hydrogène que ici. Ici, parce que la différence, ce n'est que 0,5, le delta En, ce n'est que 0,5, c'est très peu. Donc, les électrons, par exemple, ici, je dirais, les électrons passent 70% du temps avec l'oxygène, 30% ici. Eh bien, ici, ça va être peut-être 55%, 50%. Donc, vous voyez, la force du dipôle n'est pas aussi forte. Donc, c'est pour cela que ça dépendrait. Donc, comme on l'a dit, les substances peuvent être à l'état solide, liquide ou gazeux selon le type de molécule et la force des dipôles. Le type molécule et la force des dipôles. Donc, plus les dipôles sont solides, sont forts, plus ils vont être liquides et solides. Plus les dipôles sont faibles, plus ça va être liquide et gazeux. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. Plus les dipôles sont forts, plus la substance sera liquide et solide. Donc, plus le dipôle est fort, plus la substance sera liquide et solide à la température ambiante. À la température ambiante. Alors maintenant, plus le dipôle est faible, ça veut dire les atomes, il n'y a pas beaucoup de différence d'électronégativité entre eux, plus la substance sera liquide et gazeuse. Plus la substance sera liquide et gazeuse à température ambiante. À température ambiante. Alors, je vais effacer ici. Donc, on vient de finir avec la force dipôle-dipôle, c'est-à-dire polaire. Maintenant, grand 2 ou grand B, je crois. On a fait grand 1, on va faire grand B. Force de dispersion de London. Les forces de dispersion de London. Parfois, on les appelle aussi forces de Van der Waals. Ok, les forces de dispersion, parfois on les appelle aussi Van der Waals. Donc, les forces de dispersion de London, ou bien on les appellera force de London. Force de London. Alors, ces forces-là, il existe entre les substances non polaires.
Par exemple, il y a des substances qui ne sont pas polaires, donc prenons un exemple. J'ai CH4, CF4. CF4, celle-là, c'est une molécule qui n'est pas polaire, on l'a vu, c'est une molécule symétrique, on a le carbone au milieu, on a le F ici, j'ai un F ici, un F qui sort, un F qui rentre dans le tableau ici, elle est symétrique, il n'y a pas de doublé libre, il n'y a rien, c'est symétrique, donc il n'y a pas de dipôle. Alors comment le CF4, est-ce qu'il peut être liquide, solide? Eh bien oui, il y a des forces dipôle, c'est-à-dire de London. Ces forces-là, elles s'exercent tout simplement pour attraction, donc on va faire CF4. L'attraction entre les molécules non polaires est très faible. Eh bien, pourquoi? Eh bien, elle est très faible. Quelle est son origine? Son origine, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Eh bien, en fait, je vais prendre un exemple ici. C'est ça, son origine. On va parler de son origine. Alors, je prendrai le CF4. Par exemple, disons que j'ai une molécule CF4. Il y a ici une molécule CF4. Ici. Donc, je mettrai un C ici. Pardon, un F. Ici. Je mettrai un F qui sort du tableau. Et un F qui rentre dans le tableau ici. J'aurai un autre atome à côté de lui, une autre molécule par exemple à côté de lui, F ici, un autre F ici, peut-être dans le tableau F qui sort ici F. Eh bien, ceux qui vont s'attirer, eh bien, ce sont les protons. Les protons des molécules, par exemple, les protons du fluor, le proton du carbone ici, les protons ici, vont attirer les électrons des autres molécules, et vice-versa. Les protons de celle-là vont attirer les électrons de cette molécule, les protons de cette molécule vont attirer les électrons de ceux-là, et c'est ça la source des forces de London. On peut parler aussi de ce qu'on appelle les dipôles temporaires. Ça, on va en parler en 12e année, c'est pour cela que je ne vais pas en parler maintenant, mais ce que vous devez dire, que les électrons, donc l'attraction des forces, l'origine, on va l'écrire ici, l'origine des forces de London, peuvent s'expliquer. Alors, je vais effacer pour écrire en haut, vous continuez. Peuvent s'expliquer par le fait que les protons des atomes d'une molécule attirent, peuvent s'expliquer par le fait que les protons d'une molécule attirent les électrons de valence d'une autre molécule, et vice-versa. Alors maintenant, si je représente la particule CF4, par exemple, je la représenterai, maintenant je vais la représenter par une sphère, par un cercle. Donc je mettrai ici exemple, toujours le CF4. Alors j'aurai par exemple la molécule c'est-à-dire la particule CF4 ici. Alors il y a des protons ici, des électrons, c'est une sphère, une autre ici aussi. On a des protons, des électrons, des moins, la même chose ici. Eh bien, les plus de ceux-là vont attirer les plus de ceux-là. Vont attirer les moins des autres, des négatifs des autres. Donc les plus, je vais mettre les moins avec du bleu, les moins dans la molécule, dans la particule. Donc les plus, je vais les mettre avec du jaune. Donc j'aurai les plus. J'aurai les moins de la particule CF4. Eh bien, les plus vont attirer les moins.
Et ces plus-là vont attirer les moins de l'autre aussi. Et c'est cette attraction-là, donc attraction entre les protons d'un CF4, l'attraction entre les protons d'un CF4 et les électrons d'un autre CF4, peuvent expliquer les forces de London. Les forces de London. Alors, c'est une explication à votre niveau. C'est une bonne explication pour tout ce qui va suivre pour l'instant. C'est une bonne explication. Maintenant, les forces de London sont très faibles. Pourquoi? Parce que c'est les noyaux, il n'y a pas de polarité, il n'y a rien. D'accord? Donc, les forces de London sont très faibles par rapport aux forces d'épaule-d'épaule. Ok? Alors, on va les écrire. Les forces de London sont très faibles. Les forces de London sont très faibles par rapport aux forces d'épaule-d'épaule. Et les forces d'épaule-d'épaule sont encore plus faibles que les forces ioniques, ça veut dire les forces de London sont très 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 faibles. Alors, les composés non polaires peuvent être solides, liquides ou gazeux. Et là, la taille joue un rôle important. Gazeux. La taille des molécules joue un rôle important. Alors, plus la molécule est petite, plus elle sera gazeuse. Donc, je l'écris ici. Plus la molécule est petite, plus la molécule est petite, plus elle sera gazeuse. Plus elle sera gazeuse. Exemple, CO2. Vous vous souvenez, on a dit que CO2 n'est pas polaire. Ok? C'est H4. C'est une molécule petite. Pourquoi? Parce que l'hydrogène est une petite molécule. Elle est gazeuse. Ok? Alors, prenons un autre exemple maintenant. Plus la molécule est grosse, plus elle sera liquide ou solide. Plus la molécule est grosse, plus elle sera liquide ou solide. Alors pourquoi elle pourra être liquide ou solide? Eh bien tout simplement parce que plus la molécule est grosse, plus le nombre de protons est grand, plus il va attirer les électrons. Alors exemple, CCl4, par exemple c'est S2. CS2, le soufre est une grosse molécule, le carbone j'en ai deux. Ça par exemple elle est solide. C'est-à-dire à la température ambiante, elle est solide. Oui, celle-là c'est liquide. Liquide à la température ambiante. Température ambiante.
Une molécule un peu plus grosse, par exemple, CCl4 aussi, CCl4, elle aussi, elle est liquide. Liquide à température ambiante. Température ambiante. Parce que c'est une molécule grosse, parce que j'ai carbone et 4 chlore, c'est grosse. Un exemple solide, j'ai par exemple le sucre, le glucose, C6H12O6, H12, ah non, pas celle-là. J'aimerais avoir une polaire. Une polaire, pas une non polaire. Parce que le glucose n'est pas polaire. Est polaire. Donc, je prendrai la molécule C6H4, H4Cl2. Celle-là, elle est solide. C'est une grosse molécule. Elle est polaire. Elle n'est pas polaire, mais c'est une grosse molécule. C'est une grosse molécule. Donc, plus les molécules sont grosses, plus la force de London est forte. On va l'écrire aussi ici, je peux effacer. Ok, plus la molécule est grosse, plus les forces de London sont fortes. Plus la molécule est grosse, plus les forces de London sont fortes. Les forces de London sont fortes. Donc voilà, on a vu un petit peu à quoi il faut s'attendre. Maintenant, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de raconter. Ok? Donc, on va faire un petit résumé. Donc là, on a vu l'état. On n'a pas terminé. Hein. Donc on a vu ici l'état de la matière. Est-ce qu'ils vont être liquides, solides ou gazeuses? Donc pour les dipôles généralement sont solides, gazeuses, mais encore une fois, ça dépendrait de la polarité, est-ce qu'elle est assez forte ou non. C'est-à-dire solide ou liquide. Ils peuvent être aussi gazeux si la polarité n'est pas assez forte et si la molécule est trop petite. Maintenant, on va regarder un tableau qui résume tout ce qu'on vient de raconter. On va faire un petit tableau. Donc, on va faire résumé. On va faire un tableau. Alors, un tableau. Ça. Comme ça. Là, je vais écrire type de liaison. Je vais écrire un peu plus. Je vais écrire ici type de liaison. Type de liaison. Après, je vais écrire état à température ambiante. État à température ambiante. Après, je vais écrire point de fusion. Et puis, je vais écrire point d'ébullition. Point d'ébullition. Point de fusion. Mettre ça. Point d'ébullition. À côté de lui. Celui-là ici. Point d'ébullition. Après, je vais parler de la solubilité. 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 Alors, le type de liaison, polaire, covalente polaire. Covalente polaire. Alors, peuvent être, ici, état peut être solide, liquide, gaz, en fonction de la taille de la molécule. En fonction de la taille
de la molécule. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépendra de la taille de la molécule. Plus la molécule est petite, parce que les forces polaires, les forces dipôle-dipôle ne sont pas assez fortes. Ok? Donc, selon la taille de la molécule, point de fusion, généralement bas. Alors, la température de fusion pour les covalentes polaires, généralement bas. Pourquoi? Eh bien, parce que les forces ne sont pas assez fortes. On peut les casser facilement, car les forces dipôle et London sont assez faibles pour les casser facilement. C'est pour cela que le point de fusion, alors encore le point de fusion, c'est passer de solide à liquide, c'est facile de les casser. C'est pour cela que l'eau, par exemple, pourrait s'évaporer à 100 degrés. Et même l'eau, il y a d'autres types de forces qu'on verra en 12e, les forces d'hydrogène. Ok? Forces d'hydrogène. Alors, point d'ébullition. Généralement bas. Bon. Même raison. Les forces d'épaule et les forces ne sont pas assez fortes. Solubilité. Oui, ils sont solubles. Oui, solubles. Les polaires sont solubles, mais ça dépend aussi de la taille. Si la taille n'est pas assez grande. Si la taille n'est pas très grande. Si la molécule n'a pas une grande taille, eh bien, elles sont solubles. Alors, je vais effacer tout ça pour que j'écris pour les polaires. Donc, pour les polaires. Ok. Pour les polaires. Voilà. Alors, polaire maintenant. Liaison polaire. État, température ambiante, peuvent être liquides, peuvent être solides, aussi, liquides, et puis ils peuvent être gaz. Encore une fois, selon, ou bien en fonction de la taille de la molécule. En fonction de la taille de la molécule. En fonction de la taille de la molécule. Alors, le point de fusion, généralement très bas. Généralement très bas. Inférieur à ceux du polaire de même taille. De même taille. Donc, si je prends deux molécules de même taille, une polaire et une non polaire, eh bien, la non polaire aura une température de fusion très basse. Encore une fois, pourquoi? La même raison, vous dites toujours la même raison, les forces sont très faibles et toutes. Vous les écrivez ici, force, très faible, facile à casser, très faible et facile à casser. Facile à casser. Point d'ébullition. Généralement aussi, vous écrivez la même chose qu'on a écrit ici. Même chose ici, vous l'écrivez ici. Généralement très bas, inférieur à ceux des molécules polaires de même taille, force très faible. Solubilité, non, ils ne sont pas solubles. On verra pourquoi ils ne sont pas solubles. Alors, dernière, donc ça c'est, vous devez savoir maintenant, si on vous donne un tableau, avec les températures, avec la solubilité, vous devez savoir qui c'est quoi. Est-ce que c'est polaire ou non polaire? Par exemple, il me donne solubilité non, ben, c'est non polaire. S'il me donne la solubilité c'est oui, là je regarde, c'est polaire ou c'est ionique. Donc la solubilité peut me donner une idée. Les températures aussi. Température de fusion, température d'ébullition me donne une idée aussi. Alors on va faire une comparaison de toutes les liaisons qu'on a vues à date. Nous avons vu les liaisons la liaison ionique, donc ici, conclusion.
Comparaison. Donc j'ai ici ionique. Bon, je mettrai force, premièrement. On va comparer les forces. Force. Premièrement, j'ai ionique plus forte que d'épaule. Alors je mets deux flèches comme ça. Quand on met deux supérieurs, ça veut dire très grand. Ça veut dire très grand. Très grand. Quand on met deux supérieurs, ça veut dire très grand. Et ça veut dire aussi très petit. D'épaule, qui est très grand par rapport à force de London. Point de fusion. Point de fusion pour l'ionique, très grand. Donc, ionique, donc force. Ça va rester la même chose. Ionique, très grand par rapport à dipolaire, à dipôle, très grand par rapport à London. Point d'ébullition. Point d'ébullition. Même chose. Ionique, point d'ébullition très grand par rapport à dipôle, très grand par rapport à London. Et finalement, nous avons solubilité. Solubilité. Alors, solubilité, ionique, oui. Ionique, oui. Solubilité. Ici, ionique. Oui. Dipôle. Donc, polaire. Avec les dipôles, oui. Non polaire. Non. Une dernière chose que je dois dire, c'est que dans quand j'ai la force d'épaule, il y a toujours les forces dans une liaison ionique, dans les liaisons, dans un composé covalent ou bien moléculaire, polaire, il y a toujours les forces d'épaule et les forces de London. On a toujours ces deux-là. On a toujours les forces d'épaule et les forces de London quand on a un composé moléculaire polaire. Quand on a un composé dans un composé non polaire, il n'y a que les forces de dispersion, il n'y a que les forces de London. Donc voilà, on a terminé cette partie-là. Ce qui va nous rester, oui, il nous restera une dernière partie. On parlera un petit peu comment on applique ces bases qu'on connaît ici, les polaires, les dipôles et tout ça, comment on peut l'appliquer dans notre cuisine. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, à tous les matériaux que nous utilisons, où est-ce qu'on pourrait les voir. Donc, il nous restera une dernière vidéo sur ça. Ah, et puis, bien sûr, faites les exercices. Hein.